qu'on est fort. On est fort, nous, autour de cette table, on est très fort. On fait des audiences qui sont très importantes. On n'est plus des petits médias. La presse indépendante, aujourd'hui, est devenue puissante. Bastamag fait des enquêtes qui secouent les puissants régulièrement sur plein de sujets. Les jours ont sorti des informations qui secouent les puissants. Je ne parle pas de Mediapart, qui est devenu... Je vais pas dire un empire, ce serait un mauvais jeu de mots, mais qui est devenu une structure très puissante. Street Press, on fait plusieurs millions de vues en vidéo, sur les réseaux sociaux aussi, en audience, enfin en cumulé. Street Press, tous les mois, c'est des millions de vues. Donc tout autour de cette table, il y a des millions, peut-être plus de 10 millions de vues chaque mois. C'est extrêmement puissant. Et il y en a d'autres, reporters, radioparleurs, tout ça mis bout à bout. C'est un contre-pouvoir médiatique, un pôle d'indépendance dans la presse que cet appel montrait la puissance. Je me souviens plus combien il y avait de signatures, 60, 80, enfin voilà, c'est extrêmement puissant et il faut quand même qu'on ait ça en tête. On n'est pas des petites souris qui se sont marchées dessus, on est un groupe de médias, chacun avec son identité, chacun avec son indépendance, chacun avec ses obsessions, qui combat contre les puissants et contre les médias qui, pour certains, sont consignants avec les puissants. Et on a des armes pour se battre. Vous êtes l'un des principaux concernés par les menaces directes de l'extrême droite en ce début de campagne, quoi. À mon grand regret. Pour remonter un peu le fil de l'histoire, il y a 2 semaines et demie ou 3 semaines, on lance une newsletter consacrée à l'extrême droite qui va durer le temps de la campagne. Et pour le premier numéro, je publie une enquête sur des soutiens d'Éric Zemmour, qui sont des soutiens armés, qui s'entraînent dans une forêt au tir sur des caricatures de musulmans, de juifs et de noirs. On publie une vidéo, on les voit s'entraîner au tir, ce qui est déjà assez angoissant, et les mêmes, on les voit coller des affiches d'Éric Zemmour. Donc on a la preuve irréfutable que ces gens-là font partie de l'équipe de campagne d'Éric Zemmour. On publie cette enquête, qui est un petit peu médiatisée, et je suis invité sur Le Média indépendant le matin, et sur BFM le soir. Et après ça se déclenche une campagne d'insultes, de cyberharcèlement et de menaces où je vais recevoir plus de 2000 messages en moins de 24 heures, envoyés sur tous mes réseaux sociaux, dont certains appelant directement au meurtre de moi, mais aussi de mes proches. Ce qui est quelque chose, bon voilà, c'est toujours pire quand en plus on s'en prend à ses proches, parce qu'ils ont épluché ma vie. Ils ont épluché ma vie sur les réseaux sociaux, qui était pourtant assez discrète, parce que ça fait plusieurs années que je travaille sur l'extrême droite et que c'est pas la première fois que je subis des menaces, c'est la première fois que j'en reçois autant. Et donc je reçois ces milliers de messages, ils essayent de faire monter sur Twitter un hashtag en trending topic dans les mots les plus utilisés. Donc il y a des centaines et des centaines de messages qui se déversent, m'insultant, se moquant de moi, etc. Ce qui est pas très grave, mais donc ces menaces de mort. Ça dure quelques jours et l'extrême droite en ligne, elle est visible, elle a ses médias pour certains, et elle a aussi ses caisses de résonance sur des groupes plus cachés, qui pour certains sont publics, mais où ils sont un peu entre eux, pour d'autres qui sont fermés, qui sont notamment des chaînes Telegram, certaines très consultées. Et sur ces chaînes-là se tiennent des propos horribles, abjects, circulent des vidéos, on voit des gens tuer des gens, enfin c'est ce niveau de violence qu'on peut voir. Et sur une de ces chaînes Telegram, qui s'appelle Les Vilains Fachos, apparaît est publié un photomontage où il y a 9 photos ou dessins, et dessus il y a mon visage, celui d'un confrère, Taha Bouaf, qui est journaliste aux médias, celui de Jean-Luc Mélenchon, Daniel Obono de la France Insoumise, et un syndicaliste étudiant, je donne pas le nom parce qu'il a souhaité de pas être trop médiatisé, avec des cibles sur notre front, et dans le texte en dessous, un appel au meurtre explicite et un lien vers un site où on peut acheter des armes. Donc voilà, on en est là, et on en est là parce que on fait notre travail de journaliste. Parce que j'ai enquêté sur les soutiens armés d'Éric Zemmour, c'est une conséquence directe de ça. Et ce montage qu'on a choisi, sur lequel notre réponse a été d'enquêter sur le harcèlement et sur la menace. Donc c'est pas moi qui l'ai fait, parce que voilà, je voulais mettre un peu de distance, donc j'ai demandé à des collègues d'enquêter là-dessus, de remonter le fil, de suivre. On l'a raconté, mais si on l'a raconté, c'est parce que aussi on voulait montrer où on en est aujourd'hui et le poids qui pèse, parce que
voilà, ça va, j'arrive à dormir la nuit, mais c'est assez désagréable de la veille de la publication de cette enquête, d'appeler tous ses proches et leur dire bon, vous inquiétez pas, ça va, on fait attention. C'est assez désagréable d'avoir la police qui vient dans les bureaux de street press pour vérifier qu'il n'y a pas une entrée secondaire trop facile. C'est assez désagréable et cher de devoir changer la porte de street press parce qu'on a fait des devis pour mettre une porte blindée. Et vous le savez à Mediapart, et vous le savez au jour, je sais pas si vous aussi, malheureusement. Si, on a eu le même problème la semaine dernière. Quand on parle d'utopie, on nous a, c'est un petit peu là-dessus qu'on nous a tout le temps basé parce qu'on est utopique, parce que c'est etc. Mais je veux dire, dans l'utopie, ça veut dire on rêve à quelque chose, et pour atteindre ça crée quand même de l'élan, ça crée de l'espoir, ça crée de la solidarité. Moi, je pense que toutes les valeurs de gauche, c'est des valeurs positives, c'est des valeurs justement qui font qu'on croit justement qu'on peut faire commun, qu'on peut s'accepter, qu'on peut accepter des différences, qu'on peut essayer de construire. Enfin, je sais pas, je comprends pas. J'ai toujours pas compris comment, j'allais dire, des gens de milieux populaires peuvent voter à droite, comment on peut aller à l'extrême droite, comment on peut aller vers des trucs d'exclusion, comment on peut aller sur des valeurs de repli. Je comprends pas. Pour moi, j'ai l'impression que le progrès, le fait justement de donner de l'espoir, de la liberté, voilà, pour moi, ce ne sont que des valeurs qui sont liées à la gauche et qui sont en plus de la solidarité, le partage, l'égalité, enfin l'égalité homme-femme, etc. C'est tout ça sur lequel on doit travailler. Quand on voit aujourd'hui les candidats qu'on a sur les femmes, au secours, quoi. Ça me paraît impensable que des femmes puissent prétendre à aller voter pour voilà. Donc je me dis qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas. Et il suffirait parce que cette tendance, vous dites cette tendance, ça glisse, mais en fait, on pourrait complètement glisser dans l'autre sens. Il suffirait, j'allais dire, effectivement, de travailler, mais je sais pas, effectivement, j'ai l'impression que ces gens ne travaillent pas. De travailler effectivement un programme commun, à trouver des choses, voilà, qui nous lient, qui nous rassemblent. Et là, j'ai l'impression que ça va être sauf qui peut si jamais ça pouvait fonctionner, mais bon. On n'est pas du tout à la hauteur, c'est pour ça que je parlais de tragédie. Je sais pas quoi faire. Je pense qu'il faudrait quasiment qu'il y ait une tempête, quoi, qui nous débarrasse de tous ces gens-là qui ne font rien depuis des années et qui ne font rien pour qu'effectivement cette gauche se réunifie. Et quand je dis la gauche, évidemment la gauche, ça va de Mélenchon à... Je vois encore Jadot qui dit aux socialistes, venez derrière moi, mais fait, la gauche sans les communistes, hein, et je pense que les insoumis, il reste un petit parti communiste, comme vous le savez, mais les insoumis et les communistes représentent grosso modo les communistes des années 75. Voilà. Qui étaient à 20%, 22%, etc. Voilà, bon. Donc cette radicalité anticapitaliste, hein, elle existe toujours en France. Elle est forte pour moi de 20% des suffrages. Et je crois qu'il n'y a pas de gauche sans elle. Je dis, on peut pas faire une gauche qui serait donc Anne Hidalgo alliée avec Jadot et alliée avec je sais pas qui d'ailleurs, d'autres, ouais, même avec Roussel peut-être qui essaie avec le Parti communiste et qui essaie de contourner les insoumis. Pour moi, c'est pas la gauche. Moi, je ne voterai que pour un candidat qui réunit toute la gauche. Voilà. Donc je dis bien de Mélenchon à Besancenot d'ailleurs, bien entendu d'ailleurs, Besancenot que j'aime beaucoup. Poutou maintenant, oui. Mais bon, je dis Besancenot, c'est quand même c'est l'historique. Leader historique, après Krivine, mais pour ma génération. Mais voilà, si toute la gauche était unie, se parlait, je veux dire, avec conscience, je peux croire qu'ils en ont conscience en plus, que le moment est extrêmement grave, on n'aura plus de choix. Ça fait longtemps qu'on n'a plus de choix. Mais là, vraiment, on n'en a plus du tout. Mais pourtant, ça ne semble pas être parti pour se faire, cette union de la gauche. On a aussi eu l'initiative de la primaire populaire, qui ne prend pas. On en a beaucoup parlé ici à Mediapart. Et là, le fait est que ça ne prend pas. Non. La primaire populaire, c'est un des moyens pour faire pression, me semble-t-il, surtout les dirigeants, surtout on cite que ces gens-là. C'est une déformation présidentielle, j'allais dire. Bon, il faudrait citer tout leur entourage, il faudrait citer tous les bureaux politiques, tous ces partis-là. Après tout, eux, les noms que je viens de citer, on va dire, je les cite comme si c'était des êtres abstraits, quoi. Ils incarnent, ils représentent ces partis-là, ou ces tendances-là de la population, ou ces tendances-là aussi sociologiques, c'est-à-dire des partis de la population, des plus riches, des moins riches, des urbains, des non-urbains, etc., des plus pauvres. Voilà. Mais s'il n'y a pas cette réunion-là, il ne se passera rien.
Et il s'est jamais rien passé en France sans union de la gauche, en fait. Voilà. Moi, j'ai commencé comme ça, 68, juste après 68, il y a eu la création, l'invention, comme ça, du programme commun entre les socialistes, les radicaux de gauche et les communistes. Donc, je n'ai jamais, au fond de toute ma vie, je n'ai jamais fait que militer pour l'union de la gauche. En fait. C'est un drame suffisamment important pour qu'il fasse l'ouverture des journaux, radio et télé et pour que le gouvernement réagisse. Un drame qui a coûté la vie à 27 personnes hier, dont 7 femmes et 3 jeunes enfants. Un drame pourtant presque ordinaire aux portes de l'Europe, le naufrage d'une embarcation de migrants dans la Manche. Michael Neumann, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Vous êtes directeur d'études au CRASH. Le CRASH, c'est le centre de réflexion sur l'action et les savoirs humanitaires abrité par Médecins sans frontières. Dans un billet de blog sur Mediapart, vous dites « La place n'est plus à l'indignation, mais à la rage ». Oui, écoutez, elle est à la rage parce que ça fait des mois, des années maintenant que les associations alertent sur la situation à la fois sur les littorales, sur la Méditerranée, que ces associations ne sont pas écoutées, que les drames humains se succèdent. Évidemment, en Méditerranée, on en a conscience, mais sur les littorales de la Manche aussi. Les 27 morts d'hier, qui sont peut-être plus de 30 en réalité, ne sont qu'une énième illustration d'une politique qui fait des morts, des victimes, des désastres sur les personnes qui en sont l'objet catastrophique. On observe tous les jours des destructions de tentes, des empêchements de distribuer de l'eau. Tout est fait pour invisibiliser ces personnes et finalement les pousser en Angleterre, alors même que beaucoup d'entre eux pourraient sans doute, dans des conditions meilleures, rester en France. C'est quoi la responsabilité de la France ? La responsabilité de la France, elle est multiple. Elle est multiple parce qu'elle accompagne avec ses collègues européens en Pologne, aux Canaries, en Libye, en Grèce, une politique visant à repousser dans les marges des gens qui n'ont fait, pour la plupart d'entre eux en tout cas, que fuir leur résidence d'origine, quelles qu'en soient les raisons, et qui se retrouvent aujourd'hui dans une situation de non-accueil, là aussi repoussée aux marges de l'Europe, avec une multiplication d'incidents, de violences, d'enfermement. Cette politique-là, elle est maintenue par des discours, entretenue par des actions, par des pratiques et par des discours. La responsabilité de la France aussi, elle est aussi de refuser de voir l'échec de ces politiques, la bêtise dans laquelle on s'enfonce, les drames humains qu'elles provoquent et le manque de réflexion sur la possibilité de trouver des alternatives. Alors en parlant de discours, justement, sur ce qui s'est passé, la France est tout de suite montée au créneau. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a pointé des coupables tout trouvés, les passeurs. On l'écoute. Les premiers responsables de cette ignoble situation sont les passeurs, c'est-à-dire des criminels qui, pour quelques milliers d'euros, organisent des traites d'êtres humains d'Irak, d'Afghanistan, d'Afrique, d'Asie, et qui ensuite utilisent ces personnes, les font venir en Belgique, aux Pays-Bas, en France surtout, pour traverser la Manche et pour aller en Grande-Bretagne. C'est ces passeurs qu'il nous faut combattre. Voilà, toujours l'éternel discours sur les passeurs qui ferait carrément venir les migrants de leur pays d'origine. Oui, Votre comme si les migrants étaient des touristes et les passeurs des agences de voyage. Ce qu'on voit pour être au Niger, au Mali, en Libye, en Grèce, en Italie, en France, en Grande-Bretagne, partout, sur tous ces pays, c'est que ces gens-là dont on parle, ces dizaines de milliers de personnes, ces centaines de milliers de personnes, quand on parle par exemple de la population immigrée en Libye, sont d'abord partis de chez eux pour trouver un travail, pour fuir l'insécurité, et que c'est face au blocage auquel il et elle se retrouvent confrontés qu'ils et elles n'ont plus d'autre possibilité que de recourir au service de ces passeurs dont la nature est multiple et qui servent de repoussoir à Darmanin. Donc il est à côté de la plaque, le ministre ? Il est évidemment à côté de la plaque parce que ces politiques de fermeture qu'on observe, d'érection de murs, que ce soit des murs symboliques ou des murs physiques, ne font en réalité que provoquer l'intensification de ces alternatives, je dirais, illégales. Parce que quand il n'y a pas de possibilité légale de passer des frontières, eh bien, on va tenter tous les moyens possibles pour y parvenir. Et pour se jeter dans la Manche comme pour se jeter en Méditerranée, on voit bien que c'est de par l'inexistence d'autres façons de faire. D'autres alternatives. À Calais, Briançon, la Méditerranée, la Grèce, l'Italie, l'Est de la Pologne, la frontière avec la Biélorussie, à toutes les portes de l'Europe, les mêmes images, les mêmes histoires. Comment on explique que l'Europe soit si peu à la hauteur de ce qui se passe ? Écoutez, l'Europe est à la hauteur de ce qu'elle estime être sa mission aujourd'hui, c'est-à-dire visiblement
entre guillemets protéger sa population, ce qui n'a pas de sens. À la hauteur de quoi? De ses valeurs proclamées. On a un souci aujourd'hui de discours. On a un discours extrêmement xénophobe. On a un discours qui, au plus haut niveau des États, se fait finalement le publicitaire et le promoteur de la théorie du grand remplacement. On est dans une logique où la xénophobie l'emporte très largement et qui explique la situation à laquelle on est, à la fois nourrissant le sentiment populaire d'hostilité vis-à-vis des étrangers pour certains, alors que pour d'autres, c'est ce même sentiment de xénophobie populaire qui nourrit la classe politique. Et donc on est dans un cercle vicieux qu'il est urgent de trancher. De casser. Merci Michael Neumann, vous êtes directeur d'études au CRACH, le Centre de réflexion sur l'action et les savoirs humanitaires. Ce sont des révélations d'intérêt général qui devraient mettre nos responsables politiques plus que mal à l'aise, et pourtant, des centaines de documents secrets défense révèlent comment la France s'est rendue complice de crimes commis par la dictature égyptienne. À l'origine de ces révélations, le collectif d'investigation Disclose, en partenariat avec Télérama et Complément d'enquête. Parmi eux, Mathias Destal et Ariane Lavrieux. Bonsoir à tous les deux et bienvenue. Mathias, tu es cofondateur de Disclose. Ariane, tu es journaliste basé au Caire. Tu écris notamment dans Mediapart. Vous avez tous les deux signé ces enquêtes dans Disclose avec Jean-Pierre Canet et Geoffrey Livolsi. Et Sébastien Nadeau, bonsoir. Vous êtes député, ex-La République En Marche et désormais au groupe Liberté et Territoire. Et vous vous êtes intéressé de près à cette diplomatie de l'armement, comme on pourrait la qualifier. Ariane, Mathias, votre enquête en plusieurs volets, les mémos de la terreur, raconte les dérives d'une opération militaire secrète de coopération franco-égyptienne, la mission Sirli. Je résume, officiellement c'est une opération antiterroriste. Officieusement, la dictature égyptienne l'utilise pour commettre des exécutions arbitraires. Et pour l'affirmer, vous vous appuyez sur des documents confidentiels défense qui montrent qu'au plus haut niveau de l'État, on savait et on n'a rien fait. Et je cite, « Quand les dirigeants sont sourds aux appels bienveillants, le silence n'est plus une option. » C'est ce qu'on lit avant d'entrer dans l'enquête et c'est signé La Source. Pourquoi ce préambule ? Ce préambule parce que c'était essentiel de caractériser la fuite, de caractériser l'ampleur des informations qu'on allait révéler par ces documents confidentiels de défense, et la prise de parole de La Source nous a paru essentielle parce qu'elle permet de cadrer justement. On est dans un débat d'intérêt public. On verse dans le débat public des informations que les citoyens ne connaissaient pas. Ça fait 6 ans que cette opération est en cours dans le désert occidental en Égypte. Donc il était essentiel de montrer de quoi on parle et la motivation à la fois de La Source et ensuite de Disclose de diffuser ces informations. Alors pour qu'on comprenne dans le détail cette opération, je propose qu'on regarde un extrait d'une vidéo que vous avez publiée. C'est un exemple d'une des opérations menées par la mission Sirli. Le 21 septembre 2016, l'avion part en mission dans cette zone, au sud de l'oasis de Siwa. En fin de matinée, les militaires français repèrent plusieurs véhicules. Ils transmettent leur position à leurs collègues au sol, qui les font suivre à l'armée de l'air égyptienne. À 11h07, un avion surgit dans le champ de l'avion espion français. Il s'agit d'un Cessna 208, armé de missiles. 43 minutes plus tard, les militaires français survolent à nouveau la zone. Sur leur écran de surveillance, cette fois, un véhicule est en flammes. Le lendemain de la mission, un agent de la DRM prévient sa hiérarchie. La frappe a très probablement été perpétrée par le Cessna 208 de l'armée égyptienne. Il ajoute: la seule présence du Cessna armé atteste de la volonté de l'armée de l'air égyptienne d'utiliser les informations fournies à des fins répressives contre le trafic local. Quand vous voyez ce genre d'informations, qu'est-ce que vous vous êtes dit ? D'abord qu'il s'agit d'une affaire extrêmement grave, des crimes extrajudiciaires auxquels on participe avec une dictature. C'est pas avec légèreté que j'ai pu
constater tout cela parce que le travail d'enquête est extrêmement approfondi avec des sources recoupées. Donc, en fait, vous disiez en introduction, les politiques doivent être mal à l'aise. Je suis un politique et je suis extrêmement mal à l'aise, mais c'est plus qu'être mal à l'aise. D'abord parce que, en tant que parlementaire, j'ai essayé d'avancer sur la question de la transparence sur les exportations d'armes et le constat qui me concerne, c'est l'échec. Hein. J'ai pas réussi. Et de ce fait, il y a au moins 2 conséquences extrêmement lourdes. C'est que comme le Parlement ne joue pas son rôle de contrôle de l'action du gouvernement depuis un certain nombre d'années, et particulièrement sur la question des exportations d'armes, là pour le coup ça n'a jamais existé. De ce fait, le gouvernement, quel qu'il soit, se croit les mains libres, et donc on en arrive à ce genre d'opération extrêmement grave. Et le deuxième aspect sur lequel je veux insister, c'est que dans le même temps, la majorité, y compris du moment, défend avec le verbe, le beau langage, un projet de loi sur les lanceurs d'alerte. Et on sait tous pertinemment autour de cette table que des journalistes ont pris des risques insensés pour leur vie personnelle, puisqu'ils risquent d'être devant la justice. En tout cas, ça risque d'être extrêmement compliqué. Et tout cela parce qu'il y a des manquements du Parlement et un problème d'équilibre des pouvoirs dans notre pays. D'ailleurs, le ministère des Armées a annoncé avoir déposé plainte pour découvrir d'où vient la fuite de données. Pour la diffusion et la publication, des documents classés sous le sceau du secret de la défense nationale. Des bombardements comme on les a vus là, vous en avez identifié 19 dans lesquels la France pourrait être impliquée. Est-ce qu'en fait c'est sous-estimé, 19 ? Ah oui, c'est un chiffre qui est clairement non exhaustif. On a réussi à retracer des frappes, donc l'enchaînement, c'est-à-dire les Français qui donnent les informations et qui constatent que des avions égyptiens vont décoller pour traiter les cibles, c'est-à-dire les détruire. Voilà, donc on en a localisé 19, mais il y en a probablement beaucoup plus, parce que tous les rapports ne sont pas exhaustifs. Il y a un rapport de 2016 qui dit que 92 pick-up ont été détruits sur la base d'informations françaises. Donc si en l'espace d'une année, vous avez déjà 92 véhicules, c'est-à-dire 92 potentielles victimes, voire plus parce qu'ils sont parfois plusieurs dans les voitures, on peut dire qu'il y a une centaine de victimes, voire plus, voire plusieurs centaines. Par ailleurs, dans les documents que vous révélez, c'est assez fascinant de lire que la lutte contre le terrorisme n'est qu'en 3e position des priorités de l'Égypte. Oui, alors ça c'est vrai que c'est une question... Puisque c'est quand même l'argument phare qu'on nous oppose quand on parle des relations bilatérales avec l'Égypte. C'est la lutte contre le terrorisme. C'est vrai que la lutte contre le terrorisme, c'est, pour reprendre les mots d'un diplomate américain qu'on cite dans un des derniers papiers, c'est un peu une rente pour l'Égypte. C'est un alibi qui permet d'avoir la sympathie de tout un tas de gouvernements, dont le gouvernement français. C'est une formule un peu bateau, mais en réalité, leur préoccupation n'est pas vraiment là, puisque, en tout cas, ils pourraient demander aux Français de les aider à lutter contre le terrorisme, à repérer les groupes djihadistes dans le Sinaï, où est implantée l'organisation État islamique. Et ça se passe pas. L'avion de surveillance du renseignement français n'a pas le droit, ne va pas dans le Sinaï, là où sont concentrés les plus gros problèmes. Donc c'est pas ça qui intéresse les Égyptiens, effectivement, c'est de contrôler la contrebande qui passe de Libye, qui du coup ne rapporte pas d'argent à l'Égypte, au gouvernement, puisqu'il ne paye pas de taxes. Et l'immigration illégale aussi. Et l'immigration illégale. L'entreprise qui fournit ces avions de surveillance, c'est CAE Aviation. Qu'est-ce qu'ils fournissent pour Sirli et en quoi consiste le contrat ? Alors CAE Aviation, c'est une petite société domiciliée au Luxembourg qui fournit un avion espion, ce qu'on appelle un ALSR, avion léger de reconnaissance et de surveillance, qui est équipé de caméras et de systèmes d'écoute téléphonique. Il fournit avec cet avion des hommes, donc d'anciens militaires reconvertis maintenant dans le privé, donc des pilotes et des analystes, des experts qui écoutent et qui regardent sur les écrans, qui savent analyser les images. Donc il y a
6 hommes de CAE Aviation et un avion espion, un Merlin 3 d'abord et un Cessna plus tard. Et ça pose des questions aussi sur le fait que l'État fasse appel à des partenaires, des prestataires privés. Alors nous, on les a appelés les mercenaires du ciel, parce que ce sont des civils et plus des militaires, pour des opérations extérieures. Et en fait, il faut comprendre qu'ils font appel à CAE parce qu'ils ne disposent pas, ou jusqu'à 2020, ils ne disposaient pas d'avions espions comme ceux que CAE fournissent. Et ce sont ces avions-là qui permettent de contrôler une étendue aussi grande que le désert occidental, 700 000 km², parce qu'ils peuvent voler pendant des heures sans se ravitailler et surveiller le désert en direct. Il faut savoir aussi que dans l'avion, il y a un officier égyptien. Donc les Français de la DRM et les privés ne sont pas seuls. Il y a un officier égyptien qui, lui, écoute les conversations captées en direct dans les pick-up pour prévenir de qui il s'agit. Alors il dit toujours probable smuggler, probable trafiquant, jamais de terroriste.